Salut les terriens, aujourd'hui c'est un Le saviez-vous consacré aux sorties extravéhiculaires dans l'espace ou EVA pour les intimes. On serait tenté de penser de nos jours qu'enfiler une combinaison spatiale c'est devenu une simple formalité, tout comme on enfilerait une tenue de plongée pour explorer les fonds sous-marins. Si la comparaison peut s'avérer judicieuse, néanmoins la préparation pour ce type d'opération constitue un véritable marathon. Avant de détailler cette course de fond, faisons tout d'abord un historique des sorties les plus impressionnantes des 60 dernières années. Au tout début des années 60, la course à l'espace est déclarée entre l'ancienne Union soviétique et les États-Unis. C'est bien du côté russe, le 18 mars 1965, qu'eut lieu la toute première sortie extravéhiculaire par le cosmonaute Alexei Leonov à bord du vaisseau Voskhod 2. Pour l'époque, ce fut à la fois une prouesse technologique, mais aussi une véritable expérience personnelle pour cet homme, qui pendant 10 minutes a pu flotter dans le vide de l'espace, absorbé par une expérience quasi mystique, ébloui par la beauté de notre planète et par l'esprit humain qui lui avait permis de vivre cette sortie, et submergé par le sentiment d'être le représentant de notre espèce dans l'infini du temps et de l'espace. Tout n'a pas été simple pour autant, car lorsqu'on lui demanda de rentrer, Leonov s'aperçut que sa combinaison avait gonflé, son corps lui semblait avoir rétréci et il n'arrivait plus à la faire bouger. Ses pieds devaient rentrer en premier dans le sas afin d'être en mesure de fermer les écoutilles extérieures en cas de problème. Sans en avertir le contrôle au sol, il décide alors de libérer un peu d'oxygène de sa combinaison, retrouve un peu de mobilité et rentre la tête la première dans le sas. Il y parvient à bout de souffle et de force, mais un autre défi l'attend désormais. L'écoutille extérieure ne s'est justement pas verrouillée, or il est obligé de la fermer pour pouvoir rentrer dans la capsule. Dans ce tuyau très étroit, il est contraint de se retourner afin de faire la manœuvre lui-même pour enfin réintégrer le vaisseau, mais au prix de nombreux efforts. Les Russes ayant déjà envoyé le premier satellite Sputnik 8 ans auparavant, le 3 novembre 1957, confortent ainsi leur avance face aux Américains par ce tout nouvel exploit. De l'autre côté de l'Atlantique, le 3 juin 1965, soit moins de 3 mois après Leonov, c'est au tour de l'américain Edward White d'effectuer à son tour une sortie extravéhiculaire au cours de la mission Gemini 4, muni d'un pistolet à oxygène qui lui servira à se déplacer dans le vide. Les États-Unis à l'époque ont conscience de leur retard et en conséquence, quelques années plus tard, en 1969, l'humanité s'émerveille de voir en direct des hommes marcher sur la Lune. Ces images des sorties extravéhiculaires des missions Apollo resteront à jamais gravées dans les mémoires. Les Américains ont donc renversé la situation et se lancent dans de nombreuses missions similaires vers la Lune. Lors d'Apollo 17 en 1972, mission qui clôture les expéditions de ce programme, Ronald Evans, sur le chemin du retour vers la Terre, fait à son tour une sortie dans l'espace. L'astronaute, qui n'avait pas posé de pied sur la Lune, eut donc pour lot de consolation une EVA dont le but était d'aller récupérer des échantillons d'expérience placés sur le module de service, et pour la petite anecdote, l'astronaute en profita pour saluer sa mère, ce qui est bien sûr le minimum. La technologie des combinaisons s'affine ensuite peu à peu, et désormais les astronautes n'auront plus besoin du pistolet à oxygène pour se déplacer dans l'espace. En 1984, Bruce McCandless teste le tout nouveau MMU, un système de propulsion spatiale qui lui permet de s'éloigner à plus de 100 mètres du vaisseau. Ce propulseur permettra la même année de capturer 2 satellites et de les ramener dans la soute du vaisseau, mais sera finalement abandonné rapidement et remplacé par le Safer développé par la NASA, un propulseur de secours au cas où la longe de sécurité serait sectionnée. C'est donc devenu un équipement très utile pour éviter de mettre en orbite un astronaute pour l'éternité. Mark Lee, sur ces images, a testé le procédé et détient le record du dernier homme à avoir volé librement dans l'espace sans être rattaché au vaisseau. Il est à noter que le Safer fait toujours partie de nos jours de l'équipement des astronautes pour les sorties de maintenance de l'ISS. Saluer sa mère depuis l'espace et être équipé d'un Safer, c'est bien, mais que diriez-vous de faire tourner un satellite sur lui-même en vous aidant simplement de vos mains ? Et oui, en 1985, la navette Discovery devait libérer de sa soute un satellite qui était censé prendre de la hauteur et atteindre une orbite plus haute. Sauf que voilà, le moteur ne s'allume pas. 2 astronautes qui ne sont absolument ni préparés ni entraînés pour une telle sortie vont devoir mettre le nez dehors pour le mettre en route, mais malgré de grosses prises de risque, ils ne réussiront pas à le faire fonctionner. Un an plus tard, une autre navette est envoyée dans le même but et on assiste alors à une scène surréaliste. 11 heures seront nécessaires pour le réparer, le relâcher et le stabiliser sur son axe en le faisant tourner sur lui-même. L'astronaute qui va s'en charger se nomme James Van Hoften et il va le faire à main nue, enfin presque. Dans le même style et dans les années 1990, les EVA sont de plus en plus rodés et on assiste pour la première fois en 1992 à la sortie simultanée de 3 astronautes, Richard Ebb, Thomas Akers et Pierre Thuot.
Ils doivent réparer un satellite, Intelsat 603, resté bloqué en orbite basse suite à une défaillance de moteur. Ils vont alors se saisir littéralement du satellite avec leurs mains pour pouvoir réparer sa propulsion. Plus récemment, en 2013, Luca Parmitano a failli se noyer lors d'une sortie. En effet, une fuite d'eau survient dans sa combinaison, et pour mieux comprendre le danger d'une telle avarie, il faut savoir que l'eau dans l'espace adhère aux surfaces en stagnant sous forme de poche. La tête et le nez de l'astronaute sont donc très vite obstrués, mais il réussira in extremis à rentrer dans l'ISS. Comme vous pouvez le constater, les EVA ne sont pas de tout repos, et si de nos jours elles sont bien encadrées, cela demande une bonne dose de courage, même avec une bonne combinaison spatiale. Alors est-il possible de survivre dans l'espace sans protection ? Eh bien non, enfin oui, mais ce serait de très courte durée, et avec à la clé des effets plutôt désagréables, voire mortels. En effet, si vous deviez être exposé directement en vide spatial, ce que bien sûr l'équipe du journal de l'espace ne vous recommande pas, vos fluides corporels se mettraient à bouillir en raison de la faible pression qui règne dans le noir abyssal de l'univers. Votre corps gonflerait aussi jusqu'à doubler de volume, ce qui pour votre peau ne serait pas vraiment un problème puisqu'elle est élastique, mais au bout de 15 secondes, le manque d'air vous ferait perdre conscience et nous vous déconseillons fortement de retenir votre souffle dans ce cas précis. Le vide spatial provoquerait une expansion de l'oxygène et cela pourrait fortement endommager vos poumons et votre cage thoracique. Si l'on rajoute à cela l'exposition directe aux radiations solaires qui sont mortelles pour l'homme, et la température glaciale de l'espace, selon la NASA, ceci nous ferait un total de 90 secondes d'espérance de vie pour un astronaute sans combinaison. Ce véritable mini-vaisseau spatial qu'enfilent les astronautes a donc bien sa raison d'être. D'ailleurs, pourquoi compare-t-on cet équipement à un mini-vaisseau ? Eh bien, figurez-vous que cette protection doit permettre votre survie, vous fournir de l'oxygène, évacuer le dioxyde de carbone que vous expirez et la vapeur d'eau que vous émettez, maintenir une température acceptable, vous laisser la possibilité d'une mobilité optimale, posséder un système de communication, une protection contre les rayons cosmiques et les micrométéorites, et enfin vous permettre d'étancher votre soif. En effet, la majeure partie des combinaisons actuelles sont équipées d'un circuit de refroidissement à eau, d'une enceinte étanche et d'une bonne dose d'isolation thermique, le tout en couches superposées. Nous voici donc mieux informés sur les combinaisons, mais qu'en est-il de l'entraînement pour les EVA ? Quelle est la durée de formation d'un astronaute pour pouvoir sortir dans l'espace ? Eh bien, il faut compter de 6 à 12 mois pour être formé aux sorties extravéhiculaires, un véritable marathon, et pour parler de cet entraînement intensif et long, qui de mieux placé que notre célèbre astronaute français récemment promu commandant de l'ISS. Vous l'aurez sans doute reconnu, Thomas Pesquet, le commandant actuel à bord de l'ISS, est en pleine maintenance à l'extérieur de la station et semble presque travailler en dilettante dans un silence total. Bien que cela soit le rêve de tout astronaute, une sortie extravéhiculaire réclame pourtant des mois de préparation et reste une opération extrêmement risquée, complexe et souvent très longue. Thomas aura passé des journées et des semaines entières en formation, comme ici au Johnson Space Center de la NASA à Houston au Texas, pour se familiariser avec toutes les procédures qu'il pourrait être amené à suivre dans l'espace lors des EVA afin d'acquérir une technique et des compétences sur les outils et les équipements spécialisés de l'ISS. Pendant cette formation, il y aura eu de la théorie et beaucoup de pratique, en apprenant par exemple à se mouvoir dans un scaphandre, simulant les sensations et les difficultés de mouvement que l'on peut ressentir dans une combinaison spatiale. Ici, la microgravité que l'on ressent lorsqu'on est sous l'eau offre une similitude avec l'espace, comme par exemple dans le grand bassin du Neutral Buoyancy Lab ou laboratoire de flottabilité nulle du Johnson Space Center. Thomas Pesquet nous explique d'ailleurs ce qu'il a ressenti en enfilant cette combinaison au tout début de sa formation aux EVA. Je me rappelle que la première fois que j'ai enfilé le scaphandre, on se retrouve très tassé car celui-ci est très rigide, mais on n'a pas l'impression de le porter, on a plutôt l'impression d'être confiné dans une boîte, comme dans un cercueil, sauf qu'on peut voir à travers le hublot. Un temps considérable passé à s'exercer au fond du grand bassin, à travailler sur des répliques des modules de l'ISS, à répéter encore et encore les mêmes mouvements, tout cela demande une excellente condition physique et une capacité de concentration s'étalant sur des heures d'entraînement. Pourtant, cela ne semble pas rebuter notre astronaute français qui, en grand passionné de l'espace, se réjouit plutôt de ce type d'exercice. L'entraînement aux EVA est génial. Physiquement, c'est difficile car même si c'est l'une des étapes les plus exigeantes de la formation, elle est aussi et surtout la plus réaliste. Quand on passe 6 heures dans le bassin, on se fatigue, mais au bout d'un certain temps, on a vraiment l'impression d'être là-haut. On regarde autour de soi, la structure de l'ISS est partout, et parfois on est même désorienté, parce que c'est aussi ce qui se passe dans l'espace. C'est comme un labyrinthe en 3D, un dédale de technologie. Mais laissons un peu de côté Thomas Pesquet, désolé mesdames, et abordons dès à présent les questions pratiques que j'ai pu voir ici et là. La première, pourquoi les EVA durent-elles aussi longtemps ? Afin de réduire les risques liés à la mise en œuvre des EVA, elles sont programmées en nombre limité.
On tente donc à chaque sortie de réaliser un maximum de tâches organisées d'avance par le personnel au sol. Mais ces opérations sont également épuisantes pour les astronautes, la pression rigidifiant les combinaisons et entravant leurs mouvements. Leur durée est donc en général de 6 à 8 heures pour éviter de dépasser leurs limites tout en réalisant un maximum de travail. Vous me direz, si les astronautes passent autant d'heures d'affilée en sortie extravéhiculaire, comment font-ils concrètement pour faire leurs besoins? Portent-ils des couches? En effet, c'est une question judicieuse, et dans le journal de l'espace, comme vous le savez, nous n'écartons aucune de vos interrogations. Les EVA, de par leur durée, empêchent de rentrer en urgence à l'intérieur de la station pour une envie pressante, alors oui, ils portent bien une couche, et dans le jargon on appelle ça un vêtement à absorption maximale. C'est d'ailleurs la toute première pièce enfilée par les astronautes lorsqu'ils doivent revêtir une combinaison spatiale, et même si ça rend le métier un peu moins sexy, il faut reconnaître que c'est bien pratique. Et pour continuer dans le glamour, j'ai souvent eu la question suivante, et si un astronaute fait un P dans sa combinaison, peut-il mourir d'asphyxie? Décidément, vous avez des questions très directes, mais pas de soucis, nous allons aussi éclaircir ce mystère. Sur Terre, quand on fait un P, l'air dissipe l'odeur en quelques secondes. Mais dans une combinaison spatiale totalement hermétique, on est en droit de s'inquiéter, ne serait-ce que pour nos narines. N'ayez crainte, car là encore, une couche étanche entre le casque et le reste de la combinaison a été prévue à cet effet. Ainsi, les effluves de notre organisme et la transpiration ne voyagent pas jusqu'au nez des astronautes, et cela permet en plus de concentrer l'air respirable à l'intérieur du casque au lieu de le faire circuler dans toute la combinaison. Est-ce que les astronautes mangent durant leurs EVA? Bien évidemment non, en scaphandre ils ne sont pas capables d'apporter de la nourriture jusqu'à leur bouche, et ils ne font que boire de l'eau qu'ils aspirent via une paille placée à proximité. Quelle est la température moyenne dans une combinaison? Les scaphandres bénéficient d'un système de régulation de la température qui les maintient à approximativement 20 degrés Celsius. Ils sont totalement isolés, ainsi les astronautes bénéficient d'un système de chauffage dans leurs gants, leurs sous-vêtements quant à eux sont parsemés de petits tubes remplis d'eau qui jouent le rôle de système de refroidissement et de chauffage. En effet, il faut savoir qu'il y a une différence de près de 200 degrés Celsius entre la partie de la combinaison exposée au soleil et celle du côté du vide spatial. Peut-on perdre des objets dans l'espace, et si cela arrive, est-ce dangereux? En principe, tous les outils doivent être attachés. Lorsqu'un objet vous échappe dans le vide, il devient une menace. En juin 1965, par exemple, l'américain Edward White, dont nous parlions au début de la vidéo, a perdu lors de sa sortie extravéhiculaire son surgant qu'il avait ôté pour pouvoir manipuler un outil. Il est alors devenu, comme de nombreux autres, un dangereux objet en orbite car il se déplace à la vitesse de 28 000 km/h et peut atteindre de plein fouet un astronaute en EVA. À présent que nous avons répondu aux questions pratiques, parlons maintenant des moments, ou devrais-je dire des heures, qui précèdent la sortie extravéhiculaire. Et oui, car là encore, et à l'image du parcours du combattant des prétendants au métier d'astronaute, cette dernière phase, plus que jamais, réclame de la patience, de la concentration et de la méthodologie. 24 heures avant une EVA, il faut surtout dormir un maximum, bref, se reposer et manger. Mais attention, pas n'importe quoi, car même si les astronautes sont équipés de ce côté-là, comme nous venons de le voir, avec des couches spatiales, pas question d'avoir une indigestion pour le grand jour, ce serait quand même dommage après tous ces efforts. Les astronautes doivent toujours sortir par deux pour des raisons de sécurité. Avant chaque EVA, ils sont d'astreinte durant 2 à 4 heures afin de purger leur sang de l'azote. C'est comme en plongée sous-marine ou presque, vous descendez directement en profondeur dans un milieu à très haute pression, et après seulement, pour revenir à la surface, vous respectez des paliers de décompression. Dans l'espace, afin d'éviter que des bulles d'azote se dilatent dans le sang, on respecte aussi des paliers, mais on le fait avant de sortir. Ainsi, les astronautes doivent respirer de l'oxygène pur, car c'est le gaz qui sera utilisé dans la combinaison. La raison est assez simple, ils vont respirer 100% d'oxygène, mais à une pression réduite pour leur éviter aussi de trop gonfler les scaphandres et de rigidifier les articulations. Plus ou moins 2 heures avant le début de la sortie, les astronautes enfilent leur combinaison. C'est un exercice relativement simple pour les Russes car on y rentre côté dos comme par une écoutille, mais c'est un peu plus complexe pour les versions américaines. On enchaîne ensuite sur une multitude de tests pour vérifier que toutes les fonctionnalités de ces petits vaisseaux spatiaux fonctionnent correctement. Articulation, alimentation électrique, batterie, recyclage de l'air, communication, caméra de casque, lumière, tout y passe. Il faut aussi bouger régulièrement pour qu'un reste d'azote éventuel ne s'accumule pas dans le corps et éviter ainsi les accidents de décompression qui pourraient s'avérer mortels. Avant de rentrer dans le SAS, les astronautes américains se font installer le système Safer dont nous parlions plus tôt pour éviter de dériver à jamais dans l'espace si leur longe venait à céder. Une fois tout cela fait, on peut enfin se mettre en route vers le SAS. Mais attention car la dépressurisation de ce dernier n'intervient pas tout de suite. Et oui, il faut d'abord refaire l'inventaire et être certain que les scaphandres sont bien étanches.
Ensuite, l'air est doucement évacué et stocké grâce à des compresseurs. En effet, sur l'ISS, il n'est pas question de perdre plusieurs mètres cubes d'atmosphère viable. La pression baisse enfin, le sas se vide. En fonction des paliers de pression, les astronautes suivent les opérations sur plusieurs checklists en liaison avec le sol. Lorsque la pression atteint 0, les astronautes reçoivent l'autorisation d'ouvrir l'écoutille vers l'extérieur. Le grand moment se rapproche pour eux, mais il leur faut encore ouvrir l'écoutille, retirer la protection anti-débris et thermique, puis sortir les pieds en avant. Et enfin, le moment tant attendu arrive, la sortie dans le vide spatial. Cependant, il va falloir tout de même encore un petit peu de patience, et oui, les deux astronautes, même à l'extérieur, doivent encore vérifier que tout va bien, et qu'ils sont prêts à travailler. En effet, le micro pourrait moins bien fonctionner dans le casque que dans le sas, la caméra du casque pourrait transmettre des images qui sautilleraient à cause de la liaison, ou des outils pourraient avoir été oubliés. Car il est bien sûr hors de question d'avoir la tête en l'air pour un tel événement que l'on prépare depuis si longtemps. L'extérieur de la station étant très étendu, se frayer un chemin jusqu'à un site en particulier peut prendre jusqu'à 30 minutes, alors pas question d'oublier quoi que ce soit pour vivre ce qui est sans doute l'un des plus beaux moments dans la carrière d'un astronaute. Vous comprenez à présent la patience, l'entraînement et la précision qu'il faut avoir pour pouvoir contempler la Terre de haut entre deux réparations sur la structure extérieure de la station orbitale. Le métier d'astronaute est très exigeant, mais le jeu en vaut la chandelle, et qui sait, peut-être que parmi les jeunes abonnés qui suivent le journal de l'espace, se trouvent déjà les dignes successeurs de Thomas Pesquet. Voilà mes chers terriens, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à la partager, à nous faire part de vos commentaires, et comme toujours, c'est important, à faire briller ce pouce bleu, qui permettra au journal de l'espace de continuer ce véritable marathon que représente la course à l'espace sur YouTube. À vendredi, salut les terriens!